Vous nous écoutez un jeudi 13, mais c'est pas grave, jeudi 13. Si c'était un vendredi, je dis pas, mais là c'est un jeudi, donc ça va. Et tout compte fait, qu'est-ce que j'en sais? Vous nous écoutez jeudi 13, vendredi 14, un samedi 15, etc., etc. Vous nous écoutez exactement quand vous voulez. C'est le principe d'un podcast, évidemment, comme le nôtre. Mais nous l'enregistrons le mercredi 12 mars 2025. C'est l'épisode 485. Et nous retrouvons à cette occasion notre ami Xavier. Salut Xavier. Hello. Et de l'autre côté, un des deux Sébastien. On va le reconnaître à la voix. Sébastien. Le barbu de 8 mm. Voilà, c'est ça. Bonjour. Et un troisième invité que nous appellerons l'imprimante, parce que c'est une imprimante, simplement, que l'on ne peut pas arrêter, une imprimante 3D chez Xavier qui fonctionne. Donc, si vous avez l'impression qu'un poste de télévision est allumé dans le fond de la pièce, c'est pas grave, c'est technologique aussi. C'est l'impression. Hein, ça vous laissera, et ça vous laissera une drôle d'impression, du coup. On a plein de choses à dire, évidemment. Il y a de l'actualité technologique. Évidemment, c'est l'actualité technologique telle que le voient mes petits camarades et moi-même, puisque je vous proposerai quelques brèves en milieu d'épisode. Donc, c'est peut-être pas les news que vous allez rencontrer chez tous nos camarades podcasteurs ou surtout les sites de tech que vous avez l'habitude de fréquenter. Donc, si vous le voulez bien, entamons ça avec le premier sujet. Il y avait une petite association, ou même une grosse association, entre Western Digital et SanDisk, et pour des appareils bien particuliers, vendus sous la marque Western Digital, les SSD en l'occurrence. Je ne sais pas qui veut nous en parler, parce que je n'ai pas ma conduite. C'est moi. C'est toi, c'est Xavier. Donc voilà, ça y est, c'est le divorce. Mais en fait, je pense que tous ceux qui ont déjà bidouillé un peu à leur ordinateur ou qui ont essayé d'acheter un disque dur externe ou autre ont déjà entendu parler de cette marque, Western Digital, qui est un acteur majeur du secteur de stockage. Et en fait, ce que j'ignorais, c'est qu'ils s'étaient associés, et ça fait 12 ans, à SanDisk, qui est une société qui est plus connue, elle, pour la réalisation de mémoire flash. Et ils se sont associés pour créer la gamme WD Black, donc qui est une gamme de SSD que Western Digital commercialisait. Et donc après 12 ans, en fait, SanDisk et Western Digital se séparent. Alors SanDisk va continuer à proposer des SSD sous sa propre marque, alors que Western Digital, elle, va se recentrer sur ses activités de disque dur mécanique. Alors il y a une motivation vraiment stratégique derrière ça, parce que ça s'explique par l'évolution des besoins du marché et notamment par l'essor de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, les applications d'intelligence artificielle requièrent des capacités de stockage qui sont très importantes, là où les disques durs classique offre un avantage en termes de coût, puisque le coût par téraoctet est vraiment plus intéressant que pour les SSD qui, eux, sont plus faits pour être très rapides et donc ont un coût supérieur par rapport à l'espace de stockage qui est fourni. Donc, en se concentrant sur les disques durs, en fait, Western Digital va essayer de répondre de plus en plus efficacement à cette demande qui est croissante. C'est une stratégie, moi, qui m'avait un petit peu étonné, parce que je pensais qu'on allait progressivement aller au tout SSD, puisqu'on voit maintenant des SSD avec des capacités importantes, mais c'est vrai que les disques durs classiques ont encore une capacité qui est bien plus importante que les SSD. Donc voilà, si vous connaissiez la marque Western Digital et la gamme WD Black, ça n'existera bientôt plus. Vous aurez peut-être un élément à mettre dans votre collection, et oui. Mais les deux marques continuent à subsister. Vous pouvez vous tourner vers SanDisk, vous aurez la même qualité, et puis vous pouvez vous tourner aussi vers d'autres concurrents. Il y a pléthore de SSD, mais effectivement, à chaque usage son stockage, et tout le monde n'a pas besoin de SSD, ou tout le monde n'a pas besoin de disque
dit mécanique, comme tu disais. Quand tu dis disque mécanique, j'imagine un truc avec un pédalier non, c'est vraiment la différence entre les disques durs, HDD, on utilise, dans certains cas, on utilise encore des tapes. Voilà, ça dépend un peu des usages qu'on en a. Bon, ben voilà, ça rentrera dans la collection, effectivement. Quand il sera grillé, ça a existé sous la marque Western Digital. Ça fait partie de l'histoire de la marque. Que voulez-vous, c'est comme ça. C'est tout passe, tout casse, tout lasse, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec le langage C++, Sébastien ? On l'abandonne, on laisse tomber, on n'est pas content ou c'est la fin ? Rien ne va plus, mon bon monsieur. C'est Björn Stroop, c'est difficile à prononcer, qui le dit. C'est le créateur du C++, qui a lancé un appel au secours fin février. C'est apparu dans la presse seulement la semaine passée, un peu pour défendre son langage, pas un peu, pour défendre son langage face à ce qu'il appelle des attaques sérieuses. Et si vous êtes un fidèle auditeur des technos, je sais pas pourquoi j'ai dit des technos, retournez à un épisode d'octobre-novembre 2024 l'année passée où j'en avais déjà touché un mot, parce qu'il y avait eu un rapport d'une agence gouvernementale américaine, le CISA. Ne me demandez pas c'est quoi l'acronyme, j'ai oublié et j'ai pas pris de notes, qui recommande à toutes les autres agences américaines d'abandonner certains langages de programmation pour leurs applications, car ces langages sont jugés peu sûrs, donc facile de faire des bugs, et qui dit bug risque de problèmes de sécurité et d'attaques. On va reparler de cybersécurité un peu plus tard dans cet épisode également. Et en plein centre de la ligne de mire, en plein dans le collimateur, le C et le C++ à cause de la manière dont il gère la mémoire. Et donc c'est dans l'industrie en général tout ce débat sur la sécurité des langages eux-mêmes, la manière dont ils gèrent la mémoire qui s'intensifie, avec des conséquences probablement majeures pour l'industrie, mais je vais y revenir dans une minute. Donc Björn Stroop, c'est le créateur du C++, je l'ai dit, 1979, il est toujours professeur aujourd'hui à la Columbia Tech aux États-Unis, et il envoyait un message dans une mailing list où il dit, je le cite et je traduis à la volée, ce n'est pas une note technique traditionnelle pour proposer un nouveau langage ou une nouvelle feature, c'est un appel urgent à prendre action à cause d'attaques sans précédent et sérieuses sur le C++. On doit faire quelque chose de différent des choses qu'on a fait avant. Et Stroop, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est pas Linus Torvald, c'est pas le genre de mec à s'enflammer dans les forums et engueuler tout le monde, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement calme. Et donc ce ton-là, pour lui, c'est à peu près c'est le maximum d'énervement qu'il peut avoir. Pour garder le langage C++ au centre de l'économie, puisque la plupart de l'économie IT, je veux dire, puisque la plupart des outils qu'on utilise ont du code C++. L'ultimatum du CISA, c'est 2026. Et l'enjeu économique, c'est des milliards de lignes de code qu'il faudrait réécrire si jamais le CISA dit non, on peut plus utiliser le C++. Je profite de cette news pour faire un petit aparté. C'est quoi les fonctionnalités de sécurité dans les langages informatiques? Et j'en ai relevé 3. Celle qui vise essentiellement le C++, c'est celle sur la mémoire, j'y viendrai dans un instant. Il y a aussi la sécurité sur les types et puis la sécurité d'accès concurrent à des données. La sécurité sur les types, c'est relativement simple à expliquer. Dans un programme informatique, chaque fois qu'on manipule une valeur, il faut donner un type à cette valeur. Si ma valeur est un ensemble de caractères, comme bonjour Marc, on appelle ça une chaîne de caractères, une string en anglais, je peux assigner cette valeur à une variable, par exemple, A égale bonjour Marc. Puis je peux assigner une autre valeur à une autre variable, B égale 3. A et B ont des types différents. A, c'est une chaîne de caractères, B, c'est un entier dans mon exemple. Et donc si plus tard dans mon programme, j'écris A divisé par B, nous, humains, on sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Je peux pas diviser une chaîne de caractères par 3, ça va pas marcher. Mais il y a des langages, il y a des langages qui laissent passer. Donc, ils ne détectent pas d'erreur. Et puis, au moment de la compilation, au moment de l'exécution, pire, ça va planter parce qu'il n'y a pas moyen de le faire. Donc, au moment où on compile, au moment où on convertit le texte du programme en langage machine, le compilateur, il va rien dire. Ah, c'est bon. Ah, j'essaye de diviser A par B. Et puis, au moment de l'exécution, forcément, ça va pas marcher. Ou ça va
va donner un résultat farfelu en fonction de la manière dont le langage va traiter la chaîne de caractères comme un numéro. C'est pas trop ça va donner. Divisé par 3. Par exemple. Ou arc. Et donc, il y a des langages qui vérifient les types à la compilation. Donc, je pourrais même pas créer un exécutable et le démarrer parce que le compilateur lui-même va dire désolé, c'est pas possible. En Java, par exemple, en Rust, en TypeScript, en Swift, mais pas en C++. Donc ça, c'est le premier problème, première catégorie d'erreur qui est assez dédommageable quand ça nous tombe dessus à l'exécution. Et qu'il vaut mieux attraper à la compilation. La deuxième, et c'est celle-là surtout qui intéresse C++, c'est la sécurité d'accès à la mémoire. En C++, si je veux allouer de la mémoire pour une variable, pour écrire bonjour Marc par exemple, je dois allouer moi-même la quantité de mémoire. Il y a une instruction à appeler pour allouer la quantité de mémoire qu'il faut. Et puis après, quand on va manipuler cette chaîne, par exemple, pour aller lire tous les caractères, je sais pas, pour compter le nombre de caractères, par exemple, c'est à moi, de nouveau, programmeur, de faire attention d'arrêter ma lecture au dernier caractère. Bonjour Marc, assez, je m'arrête. Ou plus exactement, celui juste après C qui dit c'est la fin. Et de pas continuer plus loin. Parce que le langage C ou C++ va me laisser aller manipuler autre chose au-delà de cette chaîne de caractères. Et Dieu sait ce qu'il y a dans la mémoire après ma chaîne de caractères. Ça peut être des instructions, ça peut être une autre variable, on ne sait pas. Et donc, tant que je vais lire, passe encore. Si jamais je vais écrire, ça peut être la catastrophe. Et puis, en plus, il faut... quand j'ai plus besoin, il faut que je désalloue la mémoire. Sinon, la mémoire continue de grandir. Et à un moment, c'est le système d'exploitation qui va dire, toi, ce programme-là, on l'éjecte parce qu'il prend trop de place. Donc, c'est la responsabilité du développeur d'appeler une fonction pour dire, je désalloue cet espace de mémoire, j'en ai plus besoin. Oui, mais si le développeur fait ça trop tôt et qu'après, il y a une autre partie du programme qui essaye d'allouer, de lire cette partie-là qui vient d'être libérée, problème. L'autre problème de gestion de la mémoire, c'est souvent, on sait, on a une variable qui pointe, on dit, qui est au fait de l'adresse en mémoire où se trouve quelque chose. Et si cette adresse elle est incorrecte, elle tape à côté ou elle vaut 0, ça pose des problèmes au programme qui va essayer d'accéder à ces valeurs-là. Et de nouveau, il y a des langages comme Java, comme Rust, comme C# ou Go, où la gestion de la mémoire se fait de façon automatique. Python aussi, JavaScript, mais pas en C et C++, et donc c'est considéré problématique parce que c'est très facile d'introduire des erreurs. Et le troisième, pour aller vite, c'est la sécurité d'accès concurrentiel quand il y a deux fils d'exécution, pour faire simple, on va dire deux corps de CPU qui essayent d'accéder à la même zone de la mémoire. S'ils accèdent tous les deux en lecture, il n'y a pas de problème, mais s'ils accèdent tous les deux en écriture, ça peut poser des problèmes si on ne se coordonne pas entre ces deux fils de sécurité. Et là encore, des fils d'exécution, pardon. Et là encore, il y a des langages qui permettent de vérifier ça à la compilation. Donc, s'il y a une erreur de logique dans mon programme, le compilateur va le voir et va m'empêcher de générer un exécutable que je peux ensuite démarrer. Et de nouveau, Rust et Swift sont les bons exemples là. Donc, le risque pour Stroop, c'est de voir C++ simplement dévaluer et plus utilisé avec des milliards de lignes de code à changer. Lui introduit un concept qu'il va appeler les profils. Un profil, c'est une espèce de drapeau qu'on va dire passer au compilateur en disant faites plus attention en compilant ce programme, ce qui permet de compiler des anciens programmes où il y a des erreurs mais sans planter, et de compiler des nouveaux en y faisant un peu plus attention pour dire s'il y a une erreur, tu compiles au niveau, tu fais une erreur au niveau de la compilation et pas au niveau de l'exécution. Il y a des nouveaux compilateurs aussi, des gens qui essayent de développer des compilateurs plus intelligents. Qui bloquent, qui analysent et qui bloquent. Quoi. Oui. Exactement. Il y a le projet TrapC, FilC, MiniC, C++, etc. Mais il y a une guerre entre les différents projets. Il y a une guerre avec Stroop. Les développeurs des nouveaux compilateurs disent les profils, c'est pas assez complet, ça n'arrivera pas à temps pour 2026. Stroop dit changer de compilateur, ça sert à rien. Il faut plutôt attaquer par le langage. Voilà. Donc le challenge, c'est est-ce qu'il faut faire la révolution et tout changer? Est-ce qu'il faut évoluer vers un nouveau standard? Est-ce qu'on aura le temps d'ici 2026? Quels sont les enjeux économiques? Combien ça coûterait de réécriture versus le coût des vulnérabilités, des risques de cyberattaque à cause des bugs? Et puis, on ne connaît pas le contexte politique non plus. Cette décision qui date de fin de l'année passée de l'administration américaine peut évidemment
être encore modifiés dans le temps, et ils peuvent dire non, c'est pas grave, on garde pour plus longtemps. On a vu récemment beaucoup de changements de politique, ça pourrait s'appliquer à cela aussi. C'est intéressant de voir que des vieux langages, entendons-nous, une quarantaine d'années quand même, 46, 7 ans, sont toujours au milieu des débats aujourd'hui, et de voir comment ils doivent se remettre en question pour évoluer dans ce monde terrible qui nous attend. Je rappelle juste que Google vient de publier un appel la semaine passée pour l'élimination définitive des vulnérabilités liées à la sécurité mémoire, en abandonnant C++, en mettant tout sur Rust et sur Go. Rust, on en a parlé dans leur série spéciale que j'avais enregistrée au FOSDEM avec le directeur de la Fondation Mozilla France. Rust, inventé par la Fondation Mozilla, gagne du terrain pour le moment, et même dans le noyau, le kernel, le noyau de Linux, il y a de plus en plus de code en Rust aujourd'hui. Un débat à suivre, comme on dit. Il y a souvent des classements des langages les plus populaires, mais ce n'est pas nécessairement les plus efficaces. Hein. C'est la question de dire, voilà, ils sont populaires parce que fort utilisés pour plein de raisons, etc. On rencontre souvent dans cette espèce de hit parade Python, régulièrement on le voit en première position, avec JavaScript. Tu as parlé de Rust également en troisième position, Java. Alors je l'ai pris. Tu l'as sous les yeux aussi. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, c'est parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, si je me souviens bien, dans un autre épisode. C++, C++, mais C++ a tendance régulièrement à redescendre dans le classement, perdant un peu de sa superbe, alors que des langages plutôt bas niveau ont tendance à remonter dans le classement. C'est vraiment des tendances qui évoluent, sans doute aussi à la faveur des développements d'applications d'intelligence artificielle et des choses comme ça, ou de traitement de données. Clairement. Oui, clairement. Hein. Donc voilà, ce n'est pas un indicateur en soi de la qualité intrinsèque d'un langage, mais ça en dit long sur les usages et les habitudes de consommation. Je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce sujet avant de passer à la suite. Non, mais juste sur l'utilisation des langages, c'est vrai qu'on a des langages qui subsistent depuis très longtemps, comme le C, C++ et d'autres, et puis des nouveaux langages qui apparaissent. C'est un peu le défi des développeurs aujourd'hui, c'est toujours évoluer avec ces langages et de trouver quel est le langage qui va être le langage le plus utilisé demain. Bon, heureusement, il y a des langages qui subsistent un petit peu, dont le C++, mais qu'il faut parfois moderniser, effectivement. Et ça pose aussi la question des engagements au sein des entreprises ou des équipes de développeurs, savoir quel type de profil choisir pour être sûr d'avoir les gens qui vont durer dans l'entreprise ou dans le projet. C'est important à savoir aussi et à comprendre, quoi. Mais c'est pour ça que pendant les études, t'as beaucoup souvent on te forme à faire de l'analyse, donc savoir utiliser des langages et d'en apprendre des nouveaux plutôt que d'apprendre un langage en particulier. Alors il y a des formations où tu vas apprendre un langage. Spécifiquement. En général, dans les études, c'est plutôt on t'apprend à être analyste programmeur, et donc dans les entretiens d'embauche, il y a beaucoup de tests qui vérifient justement ta capacité à analyser un code et pas seulement ou un problème et de pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que finalement c'est plus une question de vocabulaire la plupart du temps, avec des spécificités par langage comme tu le disais, mais c'est une question de vocabulaire aussi. La logique, souvent si on l'a à la base, le reste suit, mais bon, il faut quand même avoir un petit peu de la jugeote aussi, hein. Faut pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Ok, bon, on verra bien ce que ça va devenir, hein. C++, il y a quand même pas mal de trucs qui sont codés en C et en C++, donc ça va quand même. C'est là pour quelques années. Bon, c'est encore là pour un certain bout de temps. C'est Sébastien qui toussote de temps en temps, qui a un gros rhume, parce qu'il a fait beau la semaine passée, il s'est promené, youpi, c'est le printemps, on fait barbecue, machin, etc. Il faisait de la faire, maintenant il toussote, et il perd de la bande passante aussi, je le dis comme ça en passant, parce que c'est un peu tout mou de ce côté-là. Ça monte de temps en temps, et de temps en temps il perd sa bande passante aussi. Voilà, elle est aussi enrhumée, sa bande passante. C'est quelqu'un qui secoue la fibre. Oui, ça doit être ça, ou qui a engorgé la fibre, il a bloquer sa fibre. Bon, allez, trêve de baliverne. Il est question de lutte contre le narcotrafic, Xavier. De quelle manière, dans quelle situation ?
Alors, vous savez que moi, j'affectionne particulièrement Signal, hein, donc cette messagerie qui vise à concurrencer un petit peu WhatsApp en respectant la vie privée. Et donc, je suis pas mal de news par rapport à ça. Et il y a eu un projet de loi qui visait à permettre ou plutôt à obliger toutes les messageries privées de mettre une backdoor, donc une backdoor, donc c'est une porte dérobée qui permet sur demande de la justice aux autorités de pouvoir consulter le contenu des échanges dans les messageries. Alors il y a eu une levée de bouclier par rapport à ça de beaucoup d'acteurs et notamment Signal qui disait la France a accepté ça et donc nous on envisage de se retirer de la France carrément. Mais le Parlement européen a récemment pris une position contre l'instauration de ces mesures de surveillance de masse en ciblant particulièrement les messageries privées. Et donc, c'est une décision qui intervient dans le contexte où, en fait, les autorités visaient à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Alors, on sait aussi qu'il y a d'autres activités en ligne, que le terrorisme, etc., est souvent une excuse encore pour essayer d'instaurer des backdoors dans les messageries privées. Mais ici, la personne qui défendait ce projet a dit, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément une backdoor, donc on veut pas compromettre le chiffrement de ces messages, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plutôt donc c'est plutôt une proposition technique qui propose d'ajouter un participant invisible aux conversations qui sont chiffrées de bout en bout. Donc ils disent, nous, on va pas pouvoir décoder les messages. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement avoir quelqu'un qui est capable de se rajouter dans le groupe de manière invisible et donc de voir tous les messages qui passent. Donc c'est vraiment pour essayer de contourner le chiffrement des messageries. Hein. Il y a pas que Signal, il y a un Proton Mail aussi. Il y a Messenger, donc vraiment plusieurs télégrammes, etc. Et les arguments qui étaient en faveur de ce qu'on appelle cette méthode, on l'appelle le ghosting, donc c'est avoir un fantôme qui vient dans la discussion, c'est que cette méthode, elle serait une méthode efficace pour surveiller et prévenir ces activités et de maintenir le chiffrement. Et par contre, les arguments qui sont contre, c'est que les messageries disent oui, mais c'est toujours une atteinte à la vie privée parce que l'ajout secret d'un participant dans ces conversations, ça constitue une intrusion significative dans la vie privée des individus. Il y a un risque d'abus, puisque si quelqu'un peut se rajouter à une discussion, comment est-ce qu'on va vérifier finalement que les personnes ne le font pas sans un accord. On a déjà vu comme ça des abus, par exemple, avec les caméras Ring ou bien les Tesla, où on avait des superviseurs qui regardaient des vidéos alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. Et puis, il y a un affaiblissement de la confiance aussi. Donc, c'est un risque aussi, c'est que les gens qui utilisent ces messageries, si elles se disent qu'il y a un ghost possible, en fait, elles vont chercher une autre solution. Et donc, ce que rétorquent les responsables de ces messageries, c'est de dire, en fait, vous allez pénaliser tout le monde parce que tout le monde va avoir le sentiment d'être espionné. Et les personnes qui sont réellement concernées, sachant qu'il y a cette méthode qui va être mise en place, elles vont tout simplement se détourner vers une autre méthode qui ne dispose pas de ça. Et donc, le Parlement européen a rejeté les propositions alors qu'elles avaient été, dans un premier temps, acceptées. Donc voilà, c'est une étape assez importante dans le maintien de la vie privée pour ces messageries. C'est vrai que la nuance, elle est... Enfin, c'est quand même très très proche d'avoir quelqu'un qui... Enfin, c'est un petit peu comme si on prend l'image de la maison avec la porte de derrière, hein, le backdoor où on laisse rentrer quelqu'un qui reste donne un double des clés. Hein, ou alors je laisse rentrer quelqu'un par la porte principale, mais on le voit pas. Je sais pas moi, Woolen. Enfin voilà, alors de prime abord quand on l'énonce, on dit tiens, voir quelqu'un qui peut épier une conversation dans un groupe par exemple, pourquoi pas, mais c'est la même chose en gros. Enfin c'est très similaire à une porte dérobée. Le résultat sera le même. C'est-à-dire on trompe les gens sur la sécurisation du dialogue, enfin de la communication entre personnes. Donc je vois pas... Seb, oui. Ouais, je voudrais apporter de toutes petites précisions. On parle aussi de pouvoir, par un moyen cryptographique, de donner des clés à quelqu'un, à un auxiliaire de justice par exemple,
des clés qui permettraient de déchiffrer certaines conversations. Donc c'est pas vraiment s'insérer dans un groupe, c'est plutôt avoir un moyen mathématique cryptographique pour dériver des clés qui permettraient de décoder la conversation. Donc, pour reprendre ton analogie de la maison, c'est un peu comme donner le double des clés. Oui, c'est ça. La porte est bien fermée, mais je donne le double des clés à quelqu'un. En tout cas, la possibilité de créer un double si jamais on me le demande. Ou il rentre par la chatière. Exactement. Ou la boîte aux lettres. Et alors, sauf erreur de ma part, c'est pas le Parlement européen, c'est le Parlement français, c'est le Sénat. Donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui a travaillé sur cet aspect-là, parce qu'elle travaille pour une de ces sociétés qui fournit des services de chiffrement, et donc ils ont fait beaucoup de lobbying, et j'en ai parlé la semaine passée avec elle, en lui disant mais comment ça s'est passé cette semaine, c'était un peu faux, et elle m'a expliqué, donc le projet de loi a été émis par le Sénat, ce que le Sénat a le droit de faire en France, pile pendant la semaine de l'IA de Macron. Oui. Et donc c'est passé tout à fait inaperçu, tout le monde était occupé à d'autres choses, etc. Le calme de l'IA retombe et tout le monde se rend compte que il y a ce projet-là avec cet article. Le projet est parti d'une bonne intention, hein, comme chaque fois, c'est lutter contre les narcotrafiquants. Il y a personne qui voudrait s'opposer à ça. C'est comme la pédocriminalité ou autre. Tout à fait. On va pas voilà. Mais il y avait cet article qui permettait donc la délivrance de messages en clair sur demande de la justice dans certains cas, etc. Et en deuxième lecture, c'est le Parlement qui devait valider le texte. Et dans les bureaux de cette personne que je connais, ils ont passé une semaine à téléphoner à tous les parlementaires pour les expliquer, à appeler les associations comme la Electronic Frontier Foundation, enfin toutes les associations qui s'occupent de liberté, de privacy, la quadrature, en ligne, etc. Exactement, pour eux-mêmes activer leur contact auprès du Parlement. Et donc le Parlement a voté la loi anti-narcotrafic, mais a fait sauter ce paragraphe-là suite à cet épisode de lobbying pour notre bien, parce que souvent on dit du lobbying, c'est au nom des sociétés qui défendent leurs intérêts, etc. Ici, je pense qu'on a tous à y gagner que l'État ne puisse pas avoir un moyen légal d'intercepter nos conversations numériques. Voilà, parlons pas politique, mais voilà. Non, mais c'est bien de le savoir, c'est bien de savoir qu'il y a des remparts, entre guillemets, et que si jamais ces remparts tombent, il y a peut-être des solutions annexes, parce que Signal était un petit peu né de ça aussi, hein, où au moment où on parlait de plus en plus de portes dérobées dans des applications telles que WhatsApp, par exemple, c'est ça qui a propulsé Signal à un moment donné. Résultat de l'affaire, on se retrouve tous avec 2 applications en poche, mais bon, voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Ok, merci beaucoup pour ce sujet. Ce que je vous propose maintenant, peut-être à mi-parcours, c'est de jeter un coup d'œil sur le bloc-notes. Bloc-notes, ce sont les news que moi je note dans mon bloc-notes en quelque sorte. Depuis le 9 mars, de nombreux Chromecast, notamment de 2e génération, ainsi que certains Chromecast audio, ne fonctionnent plus, affichant un message d'erreur lié à un problème de mise à jour du logiciel. Google a reconnu le problème, il est lié, tenez-vous bien, à l'expiration d'un certificat SSL. Ce certificat qui assure une connexion sécurisée au serveur de Google en l'occurrence. Ce certificat qui est codé en dur dans le logiciel de l'appareil a été périmé le 9 mars 2025 à minuit, patatras. Les Chromecast ne peuvent donc plus se connecter au serveur de Google qui travaille sur la résolution du problème. Il indique qu'une remise des réglages d'usine de l'appareil ne servira strictement à rien puisque vous retournez en fait au premier code, au premier certificat. Et donc il vaut mieux laisser son appareil branché et connecté à Internet pour pouvoir bénéficier de la mise à jour quand elle arrivera. Peut-être est-elle déjà arrivée. Personnellement, j'ai pas eu le temps matériel de contrôler. Ça, c'était dimanche. Hein, si votre Chromecast ne fonctionne plus depuis dimanche, mais vous avez la réponse. Sébastien, tu voulais dire un truc ou je passe à la suite ? Encore faut-il que le système de mise à jour ne dépende pas du même certificat. Parce que sinon... Ce serait ballot. Ce serait ballot, effectivement. Une attaque ransomware contre Harvest, le leader français des logiciels de gestion patrimoniale, a bloqué ses services paralysant banques et conseillers patrimoniaux à partir du 27 février 2025. Les logiciels essentiels de Harvest, utilisés par 80% tout de même des conseillers en gestion de patrimoine, étaient inaccessibles, forçant un retour aux méthodes manuelles, la bonne vieille fiche, le papier, etc. Les logiciels
potentiels sont progressivement relancés et avec d'infinies précautions, on l'imagine. Des institutions comme Cardiff ou MMA ont restreint de leur côté leur service numérique par précaution. La position dominante de Harvest dans le secteur amplifie évidemment les impacts de cette attaque. L'incident a mis une nouvelle fois en lumière les vulnérabilités numériques du secteur de la fintech face aux menaces informatiques. Il n'y a pas que la fintech d'ailleurs, on l'a déjà vu dans d'autres domaines également, et c'est de plus en plus fréquent, il faut le reconnaître aussi. Rien à rajouter ? Je le vois non, des deux côtés. Ça devait arriver un jour. Quoi donc ? Eh bien, Microsoft prévoit d'intégrer des formats publicitaires interactifs dans son chatbot Copilot. Ces publicités seront adaptées aux requêtes des utilisateurs avec deux modèles principaux, un format Advertising Showroom permettant d'explorer des produits en détail et un format de filtre dynamique, comme il l'appelle, pour des suggestions rapides avec option d'achat. Ces initiatives visent à donc monétiser davantage Copilot, mais suscitent des questions sur l'impact potentiel, sur la pertinence des réponses standards de l'IA. La même question d'ailleurs s'était posée, rappelez-vous, et se pose encore concernant les résultats de recherche chez Google pour les mêmes raisons, sans parler d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui est redondant comme sujet et qui va de pair avec les coûts, on l'imagine, de production de l'intelligence artificielle, ou simplement la volonté de faire du bénéfice, tout simplement. Sébastien, je sens qu'il a un truc à dire là-dessus. Je le sens. Ouais, j'ai eu peur parce que tout s'appelle Copilot chez Microsoft. Oui, quand j'ai vu la news, moi je pensais au Copilot que j'utilise, qui est dans l'outil de développement qui m'aide à écrire du code. Et je me suis dit, est-ce qu'il va mettre des commentaires c'est plutôt sur celui qu'ils ont intégré à Windows, celui qu'ils ont intégré à Windows, à Bing, à Windows 11, et qui est fort pratique parce qu'il est judicieusement placé. Et voilà, c'est très clair. Mais de nouveau, est-ce que les réponses ne seront pas un petit peu orientées dans l'avenir ? Ça, c'est la vraie question. Et c'est un vrai problème, juste pour la crédibilité des services et des réponses données. Je pensais que Xavier avait un truc à rajouter là-dessus. Il est parti dans un autre monde. Non. Ok, ça va, pas de souci. Mais passons à la suite. Oui, il imprime en fait. J'aime bien ce titre. Quand les baleines sont utiles. C'est vrai que ces animaux, à part prendre de la place dans la mer et faire monter le niveau d'eau, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Eh ben, ça fait pipi dans l'eau, la baleine. Sébastien. Et le pipi des baleines est utile. Mais ça faisait un titre trop long, donc j'ai dû raccourcir. Mais c'est un des trucs que j'aime bien de chroniquer dans des technos, c'est qu'on lit des tas de choses. Non, mais c'est qu'on lit des tas d'articles improbables. Et cette semaine, j'aurais probablement jamais lu un article sur le rôle de l'urine des baleines dans la santé des océans, si ce n'était pour préparer cet épisode des technos. C'est une étude vraiment fascinante qui a été publiée dans Nature, le journal très sérieux scientifique, relayé par Ars Technica, et vous retrouverez le lien évidemment dans les notes, que ce soit du podcast ou sur YouTube, qui montre l'importance insoupçonnée comment je dirais, des déchets liquides de nos géants des mers. Alors, on savait déjà que les matières fécales des baleines, enfin moi je le savais pas, mais la communauté scientifique le savait, que les matières fécales des baleines contribuent à la fertilisation des eaux. Eh bien, cette nouvelle recherche met en lumière le rôle spécifique de leur urine également dans le transport des nutriments à travers les océans. Je vous explique tout ça. Donc, imaginez les grandes baleines migratrices, comme les baleines bleues par exemple, les rorquals communs, la baleine à bosse. Ils parcourent chaque année des milliers de kilomètres entre leurs zones d'alimentation dans les eaux froides et puis les zones de reproduction dans les eaux plutôt tropicales. Et durant ces voyages, elles transportent avec elles quelque chose de précieux pour l'écosystème, de l'azote. Et les chercheurs, dont un certain Joe Roman de l'université de Vermont et un Andrew Pershing de l'organisation Climate Central, ont calculé que ces créatures transportent annuellement environ 4000 tonnes d'azote et 45 000 tonnes de biomasse via leur urine lors de leur migration. Et c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont surnommé le grand tapis roulant des baleines ou l'entonnoir des baleines. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour les océans ? Parce que ces nutriments sont libérés dans des zones côtières tropicales qui, elles, sont souvent pauvres en azote. On les reconnaît parce que les eaux sont très très claires sous les tropiques. Et cet apport favorise la croissance du
phytoplancton, qui est, comme vous le savez, Marc et Xavier, la base de toute la chaîne alimentaire marine qui nourrit à son tour une multitude d'espèces, des petits poissons jusqu'aux grands requins. Et donc ce qui rend ce phénomène vraiment intéressant, c'est le mécanisme. Les baleines s'alimentent dans des vastes zones, mais se regroupent dans des espaces relativement confinés pour s'accoupler et mettre bas. Et c'est cette concentration d'individus qui crée vraiment une concentration de nutriments dans ces zones de reproduction. Alors plus impressionnant encore, les chercheurs estiment que ce flux de nutriments pouvait être 3 fois plus important avant l'ère de la chasse industrielle à la baleine, qui a, vous le savez aussi, drastiquement réduit leur population. Donc c'est une raison de plus de protéger cette espèce dont la contribution aux écosystèmes va bien au-delà de leur simple présence. Andrew Pershing résume en disant: en raison de leur taille, les baleines sont capables d'accomplir des choses qu'aucun autre animal ne peut faire. Elles vivent à une échelle différente, et il ajoute: nous ne pensons pas que des animaux autres que les humains puissent avoir un impact à l'échelle de la planète. Mais c'est faux, les baleines ont vraiment cet impact également. Et cette étude nous rappelle une fois de plus l'interconnexion entre tous les éléments dans la nature, même les processus biologiques les plus basiques, comme l'excrétion, participent eux aussi à des cycles complexes qui soutiennent la vie marine. Et c'est une leçon d'humilité aussi, parce que nous développons d'un côté des technologies de pointe pour tenter de réparer nos océans, et la nature, elle avait déjà mis en place des systèmes d'une efficacité remarquable, et qu'on commence seulement maintenant, au XXIe siècle, à comprendre. Donc la prochaine fois que vous êtes à Knokke-le-Zout et que vous apercevez le souffle d'une baleine à l'horizon, souvenez-vous que vous observez non seulement un animal majestueux, mais aussi un ingénieur écologique dont la simple existence enrichit nos océans d'une manière qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Ça me fait penser à un article que j'ai lu il y a quelques temps concernant les projets de terraformation, par exemple sur Mars, et qu'il y a des théories qui disent qu'on est capable de reproduire l'environnement terrien sur une autre planète ou dans un microcosme, etc. Quand on voit ce genre de truc-là, cette ingénierie de la nature, on se dit... Non, c'est juste... on se rappelle du film Seul sur Mars, dont on parlait d'ailleurs la semaine dernière. Mais faut dire, ça a ses limites, planter des patates dans le caca de ses camarades de vol. Voilà. Décidément, on est très pipi caca aujourd'hui. Mais ça, je trouve ça énorme. Enfin, c'est aussi gros qu'une baleine, mais que la Terre fonctionne grâce aussi à ce genre de mécanisme. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, mais moi, ça m'émeut. Moi, ça me rappelle une chanson où on dit la mer c'est dégueulasse, les baleines pissent dedans. Oui, c'était les poissons en l'occurrence, mais c'est vrai. C'était Renaud. C'était Renaud, mais il croyait pas si bien dire, alors que bon, enfin ça a du bon quand même. C'est vrai. Comme sur tous les sujets d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire via notre site lestechno.be ou via notre chaîne YouTube, puisque vous le savez, nous sommes également disponibles en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser des commentaires ou en regard de notre infolettre que nous publions chaque vendredi, une infolettre à laquelle je vous invite à vous abonner, parce que c'est par là que vous aurez accès à notre veille technologique bien plus large que ce qu'on vous propose dans un simple épisode, mais également les liens utiles vers les sujets du bloc-notes par exemple, et la possibilité de commenter, parce que là aussi via cette infolettre il est possible de commenter nos épisodes. Donc voilà, qui est dit, on peut passer, si vous le voulez bien, à la suite, si je retrouve le bouton qui va bien, qui est là. Voilà. Maintenant, si on commence à peindre les baleines en bleu, est-ce qu'elles iront plus loin? Il est question d'une peinture pour... Les baleines blanches. Oui, c'est ça. Pour consommer moins, des peintures pour consommer moins. De quoi s'agit-il, Xavier? Alors, c'est encore un sujet qui m'intéresse, puisqu'on va parler ici de la consommation et surtout d'essayer de réduire ses émissions de CO2, son empreinte écologique. Ici, c'est un designer industriel, Joe Doucet, qui a dévoilé récemment une peinture qu'on dit thermochromique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peinture thermochromique? C'est une peinture qui est capable de changer de couleur en fonction de la température extérieure. Alors, vous allez comprendre très vite l'enjeu. Donc, le but, c'est de réduire c'est d'augmenter, l'efficacité énergétique des bâtiments en adaptant leur capacité d'absorption ou de réflexion de la chaleur en fonction des saisons. Puisqu'on sait que le noir va absorber la chaleur, le blanc va rejeter
la chaleur. Et donc l'intérêt, c'est de développer cette peinture qui va s'adapter et qui va réagir en fonction de la température, puisque la peinture qui a été développée par Joe Doucet, elle est formulée pour être sombre quand on est sous les 25 degrés, donc quand la température commence à être un petit peu basse, on va dire, alors basse 25 degrés, tout est relatif, hein, mais ce sont des températures où je connais des gens qui mettent quand même en route le chauffage, et ça permet au bâtiment du coup d'absorber les chaleurs quand il fait plus froid. Et donc, lorsqu'on dépasse ces 25 degrés, la peinture s'éclaircit et elle va du coup refléter la chaleur et contribuer à maintenir à l'intérieur avec des structures qui sont plus fraîches. Donc, l'avantage, évidemment, c'est une efficacité énergétique qui est accrue. Alors, il parle de réduire les coûts énergétiques qui sont liés au chauffage et à la climatisation, puisque ça agit sur les deux ici, de 30% par an. Ça va être adaptable parce qu'apparemment, on n'est pas obligé d'avoir une peinture blanche ou qui va foncer. On va pouvoir intégrer différentes couleurs et agir simplement sur la teinte, tout en conservant quand même une esthétique qui soit cohérente avec le voisinage. Et au niveau durabilité, mais par contre, là, c'est là que peut-être que le bas blesse, c'est que pour le moment, ils n'ont pas encore pu démontrer que la peinture conservait ses propriétés thermochromiques pendant plus d'1 an. En tout cas, pendant 1 an, c'est le cas, mais après ça, on ne sait pas encore. Donc, pour rappel, c'est un produit qui n'est pas encore industrialisé. Donc, il n'est pas encore commercialisé. Ce sont des premiers tests, je pense, qui sont mis en place. Il y a encore des défis à relever puisque la peinture, pour le moment, elle est encore très chère. On estime qu'elle est 3 à 5 fois plus chère que des peintures traditionnelles. Ouais. Donc, ça pourrait avoir son autant repeindre en noir. Tu repeins une fois, tu repeins à mi-saison chaque fois ton bâtiment. 2 fois par an, tu repeins et ça coûte moins cher et c'est durable. C'est pas bête. Voilà. Mais donc voilà, l'intérêt pour moi est quand même là. On sait que si aujourd'hui c'est à l'étude, mais il y aura certainement quelqu'un qui arrivera à commercialiser et à rendre ce procédé moins coûteux à l'avenir. Donc il y a peut-être un intérêt pour certains bâtiments. Il vaut mieux que ce soit moins coûteux parce que si le coût reste celui-là, en dehors de la plaisanterie, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on a vu des bâtiments, on a vu ça par exemple à Bruxelles, c'était pas l'été dernier ou l'été d'avant, où ils ont repeint certains toits qui étaient noirs, ils ont été les peindre en blanc pour faire baisser, et ça fait baisser la température dans les locaux de quelques degrés, ce qui soulage les airs conditionnés, ça soulage les airs conditionnés, etc., qui sont quand même très énergivores, et donc ça permet quand même de faire de substantielles économies, et qui compensent largement le coût de la peinture et de la main-d'œuvre, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Si on veut faire des économies, il faut que ce soit intéressant. Bien sûr. Donc voilà, bon, c'est une bonne idée, hein, on va dire, mais il faut vraiment faire baisser, enfin, il faut que les coûts diminuent, ou à défaut, trouver d'autres solutions, parce que sur l'histoire, moi, j'ai rien à dire sur l'histoire du blanc, du noir, des couleurs différentes. Moi, je pense que ça va dans le bon sens, mais en plus, ça peut être joli. Mais voilà, Sébastien, un avis sur la question? Tu repeindras tout. On avait déjà parlé des peintures super blanches pour faire réduire la température dans les bâtiments. Ouais. Je crois même que c'est toi, Xavier, qui avait parlé de ça. Il me semble, oui. Il y a quelques mois. Oui. Mais ici, voilà, c'est cette variabilité qui est intéressante. On avait aussi parlé de ça dans les rues, hein, voilà, et on sait aussi que végétaliser, par exemple, des artères dans les villes permet de faire baisser aussi de manière assez importante la température urbaine, pour rendre les choses un peu plus respirables. C'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place. C'est des news intéressantes et c'est pour ça qu'on vous les propose chez les technos, évidemment. Et youpi, on n'avait pas encore parlé intelligence artificielle dans cet épisode. Enfin, la délivrance. Parce que sinon, ce que sera un épisode des technos depuis plus d'1 an maintenant, sans un petit peu d'IA dedans, ce mot-clé, je serais obligé de le retirer. Parce que maintenant, il est gravé dans le... Donc, je serais obligé... Là, on en parle quand même. L'IA qui vient en aide à l'OCR. Il faut rappeler ce que c'est l'OCR. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est toujours utile de le dire. Je vais en parler. Ouais, je vais réexpliquer tout ça. En fait, un aspect... C'est une news qui vient de Mistral de cette semaine. Ils
ils ont lancé une IA dédiée à l'OCR pour essentiellement extraire des données de documents PDF. Et j'ai du mal à le croire. Nous sommes en 2025. On a des IA conversationnelles super puissantes. On envoie des robots sur Mars et sur la Lune. On a des voitures électriques qui roulent toutes seules. Et on ne sait toujours pas extraire des données structurées d'un simple PDF. Ça reste un défi majeur parce que les PDF, c'est un vestige un peu d'une autre époque où on pensait plutôt mise en page pour impression et on pensait pas nécessairement à un format pour véhiculer des données. Un PDF, c'est essentiellement une photo de l'information plutôt que vraiment un document structuré, un document numérique. Ça a été pensé pour pouvoir être imprimé avant tout. Et donc c'est de nouveau un article d'Ars Technica. Si vous nous suivez régulièrement dans les technos, vous savez que j'aime bien Ars Technica, qui estime qu'il y a entre 80 et 90% des données du monde qui sont enfermées dans des PDF. Donc c'est un trésor de connaissances qui est emprisonné dans une forteresse de pixels, si on doit prendre une analogie. Évidemment, c'est encore plus compliqué s'il y a 2 colonnes, 3 colonnes, s'il y a des tableaux, s'il y a des graphiques. Si ce sont des documents numérisés, en piètre qualité. Alors, ça affecte tous les secteurs, forcément tous ceux qui dépendent de documents, d'archives, pensez à la numérisation de recherche scientifique, préservation des documents historiques, où on scanne, donc là c'est vraiment des images qui sont mises dans le PDF. Toutes les entreprises qui manipulent des documents, d'après un maître de conférence en journaliste computationnel, je ne savais même pas que c'était une formation, monsieur qui s'appelle Derek Willis à l'université du Maryland, il explique dans l'article que c'est les organismes publics, les tribunaux, la police, les services sociaux, ce sont les journalistes qui s'appuient sur des documents pour le reportage. Donc ça oblige certaines industries qui dépendent de l'information, comme l'assurance, la banque, à investir du temps et des ressources pour convertir des PDF en données exploitables. Et c'est là qu'intervient l'OCR, justement, l'Optical Character Recognition, qui existe depuis les années 70, machine de lecture de Kurzweil, j'ai appris en préparant cet épisode, 1976, qui permettait déjà de convertir des textes en données informatiques. Mais voilà, ils ont du mal, ces systèmes d'OCR. Dès qu'il y a des polices de caractères un peu bizarres, dès qu'il y a plusieurs colonnes, ou que le document est de mauvaise qualité, on a du mal à transformer cette image en texte, parce que techniquement, l'OCR traditionnelle, elle essaye d'identifier dans des petits carrés chaque lettre l'une après les autres. Donc elle fait la distinction entre les pixels clairs et les pixels sombres. Et qu'on nous met dans les captchas. pour l'aider, justement. Et puis, elle essaye de reconnaître par rapport à des caractères connus. Donc, elle a en mémoire, je sais pas moi, toute la police de caractères, Times, Helvetica, etc. Elle essaye de faire des correspondances comme ça. Et donc, ces systèmes suivent une séquence assez rigide d'identification, caractère par caractère, pixel par pixel. C'est une forme d'intelligence artificielle, mais un peu limitée. Alors, c'est encore super utilisé aujourd'hui, parce qu'on connaît très bien les limitations. C'est-à-dire que les erreurs qu'elle fait sont relativement prévisibles et donc peuvent être identifiées et corrigées par du logiciel. Et parfois, ça offre une fiabilité qui est même mieux que les solutions d'IA dont j'ai parlé tout au début, et je vais reparler un peu après. Mais maintenant qu'on a les IA basées sur des transformers, qui a des milliards de dollars d'investissement sur ces modèles générationnels, on peut aussi leur donner des images et ils vont essayer de reconnaître des tokens, des jetons. C'est exactement ce qu'ils font. Pour les caractères informatiques, cette fois, ils peuvent le faire avec des images. Et puis, ces jetons sont traités par des gros réseaux de neurones, on en a déjà parlé, et les LLM qui sont capables de vision, ceux d'OpenAI, de Google, d'Anthropic, ils analysent ces documents globalement et ils comprennent aussi les relations entre les éléments visuels en comprenant des indices contextuels. Donc ils sont capables d'associer des mots ensemble et dire tiens, il y a une probabilité que ces deux mots-là soient les mêmes parce que je les ai déjà vus ensemble très très souvent ailleurs. Donc plutôt qu'analyser caractère par caractère, ils ont une espèce de vision plus globale. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé un fichier pas télécharger, mais uploader un fichier dans ChatGPT, par exemple. Vous pouvez lui mettre un fichier PDF avec votre question, il va regarder dans le fichier PDF et il utilise ce genre de technique qui n'est pas de l'OCR. C'est une espèce d'approche méta par dessus, une approche plus holistique, si je dois utiliser un mot un peu plus compliqué. Et ça ne marche pas qu'avec les PDF, d'ailleurs.
Ça marche avec tout, ça marche avec du texte, ça marche du texte et du texte, des images. Mais le fichier texte c'est le plus facile en fait. Hein, oui, évidemment, parce que lui c'est des tokens. Ouais. Mais c'est vrai que sur un fichier ou sur une image, l'analyse, comme tu dis, vue du dessus, en gros, ça nous parle moins parce que c'est moins, c'est moins compréhensible, quoi. Mais on peut pas aller plus loin, on peut pas en dire plus parce que voilà, c'est un peu magique. Il y a deux modèles qui se démarquent bien pour le moment. C'est Mistral, vous savez, la société française qui fait des LLM plutôt légers, qui a lancé cette semaine, et c'est pour ça que la news est là cette semaine dans les technos, Mistral OCR. C'est une API spécialisée pour le traitement de documents. Et d'après les documents sur le site web de Mistral, parce que je l'ai pas essayé moi-même, ce système, ça sert à extraire du texte et des images à partir de documents, y compris quand il y a des mises en page complexes, en utilisant les capacités intrinsèques du modèle. D'après le chercheur, enseignant, professeur interviewé dans l'article, il dit ça dépend. Parfois ça marche bien, parfois ça marche pas bien, s'il y a vraiment beaucoup de chiffres, ça dépend de la qualité du scan aussi. Lui, mais bon, c'est un Américain, peut-être qu'il va favoriser plutôt des solutions américaines, il préfère Gemini, qui est le modèle de Google, qui est aussi un modèle fine-tuné pour l'OCR, ça s'appelle Gemini 2 Flash Pro, qui arrive à traiter des documents relativement volumineux parce qu'il a une grande fenêtre de contexte. On a déjà parlé de ça dans les technos aussi. C'est la quantité d'informations d'entrée qu'on peut poser dans une question. Le document fait partie de la question. Et donc, au plus le modèle est capable à une grande fenêtre de contexte, au plus on peut mettre des documents lourds. Quoi d'autre? Il y a toujours des défauts évidemment parce que les LLM, vous le savez, on en a beaucoup parlé aussi, ils peuvent halluciner et donc ça veut dire que ils pourraient penser avoir vu telle suite de caractères, mais il en hallucine une autre. Et donc, là où l'OCR traditionnel va se planter de façon prévisible et on peut le corriger, l'OCR par IA est beaucoup plus imprévisible et donc c'est beaucoup plus difficile à corriger. Et alors, le plus grand risque, et je vais terminer par ça, c'est le risque d'injection d'instructions. C'est-à-dire qu'à un moment, il reconnaît quelque chose qu'il va comprendre comme des instructions et se mettre à sortir la réponse à cette question. Que ces instructions soient claires pour nous, lisibles, ou pas, quelque chose que lui est capable de comprendre comme étant des instructions. Et donc ça ouvre la porte à des attaques aussi, à des cyberattaques, où on pourrait imaginer de crafter des PDF de façon spéciale pour pouvoir faire dérailler les IA qui vont aller lire ces PDF. Ça ouvre la porte sur tout un nouveau monde de problèmes et de cyberattaques. C'est passionnant parce que c'est vrai qu'au CR, on a tous connu ça, on avait tous reçu un petit avec le scanner qu'on a. Les premiers scanners qu'on avait, on avait reçu un petit soft qui permettait de faire ça de manière très intelligente. Il y avait une boîte belge qui s'appelle Iris, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un pen, un stylo où on passait sur le texte, malin comme tout, hein, parce que là, ça permettait de mémoriser des phrases ou des bribes de phrases. C'était assez intéressant. Et quand tu disais effectivement la manière dont est organisé dans une page les contenus en colonne, par exemple, je me rappelais quand on faisait manger à l'OCR le scan d'une page de journal, par exemple, où la phrase passait du coq à l'âne parce qu'on passait à la colonne suivante pour poursuivre la phrase, etc. On pensait avoir du sens, et puis non, ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends les mots, mais je ne comprends plus les phrases. Et donc, c'était une catastrophe à gérer. Tout ça a bien évolué, évidemment, mais malgré tout, et c'est quelque part un tout petit peu rassurant, il y a encore du progrès à faire, et ça, c'est bien. Ça fait travailler les gens, c'est bien. Je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode, hein, l'épisode 485. Je l'ai dit déjà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter également. Merci beaucoup à Sébastien, merci beaucoup à Xavier. On se retrouvera très prochainement, Sébastien, je pense d'ailleurs dans un hors-série très prochainement. À propos de hors-série, je vous ai rien dit encore pour les LED bleus. Vous avez vu les LED bleus? Allez regarder les hors-série. Le dernier hors-série en date au moment où nous enregistrons cet épisode concerne la fabrication et la création de la LED bleue. C'est une histoire fleuve que raconte David et c'est passionnant et vous ne regretterez plus votre lampe LED de la même manière, je pense. Merci à tous, passez une très très bonne semaine, à très bientôt, au revoir.